commercial au marketing, du marketing à la supply chain, à l'informatique, à la finance. Et tout ça, toute cette irrigation est terriblement dans le dialogue vrai, dans la capacité à communiquer et à être une équipe. Et puis il faut aussi apprendre, en même temps qu'on introduit cette flexibilité dans les interdépartements, à décomplexer vis-à-vis du temps de travail. Je dirais que les poinçonneuses sont mortes, mais les pointeuses, plutôt que les poinçonneuses, excusez-moi, c'est les pointeuses, autant pour moi, mais les pointilleux, tatillons, castrateurs, ceux qui vont avoir la petite réflexion, ah tu prends ton après-midi, tu pars à 6h, ah mais qu'est-ce qui t'est arrivé parce que tu arrives à 9h30, ces gens-là cassent cette idée de je m'organise, j'ai à délivrer une tâche, mais il me faut avoir cette flexibilité. Donc il y a des règles qu'on a appliquées et qui ont aidé à structurer tout ça, à abattre ces vieux réflexes, donc pas de réunion avant 9h30, pas après 5h30, etc. Et je dirais que c'est globalement avec l'idée qu'il faut plus faire la chasse au présentéisme passif qu'à l'absentéisme. Parce que finalement, qu'est-ce qui coûte le plus cher à l'entreprise? C'est tous ces gens qui viennent ronfler dans les réunions sans rien y apporter, même pas leur soutien, parce qu'à la sortie, vu qu'ils n'ont pas vraiment parlé, ils ne se sentent pas vraiment engagés, et ils s'autorisent à dire « ça c'était la décision dans le groupe, moi j'étais pas d'accord, mais bon, de toute façon, ils ne m'écoutent pas ». Et réellement, dans les modes de fonctionnement, mais il y a des gains de productivité qui sont colossaux dans cette capacité à casser ces cloisons, à connecter les gens, à faire en sorte que ça voyage entre tous les départements. Et puis, je dirais que les attentes d'épanouissement n'ont pas changé avec la crise et voire même se sont accrues. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir tendance à dire, quand on voit la montée du chômage, quand on voit les crises, quand on voit les difficultés, les restructurings, les risques, les menaces, quelque part, quand on a un job, on est content et on se le préserve. Mon expérience, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et qu'aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus mature, où j'ai même la sensation que parce qu'il y a quelque chose qui est toujours incertain, parce qu'il y a une forme d'instabilité fondamentale, eh bien l'aspiration à profiter pleinement lorsqu'on est dans le bon wagon, elle est encore plus forte. Et donc il y a une forme d'aspiration à cet épanouissement qui, à mon avis, est encore plus fort et nullement remis en cause par le chômage et par le fait que parfois le bas de la pyramide de Maslow est peut-être plus questionné aujourd'hui qu'il ne l'a été. Et je dirais que de ce point de vue-là, les US sont assez marrants parce que c'est une société qui s'endette beaucoup. Nous, en France, c'est plutôt l'État qui le fait. Là-bas, bon, l'État aussi, mais aussi beaucoup les individus. Pourquoi? Parce qu'ils consomment, ils vivent et ils rebondissent. Et c'est vrai qu'en France, je ressens davantage, on a des amortisseurs, comme on dit, plus forts, mais l'aspiration fondamentale à l'épanouissement dans le travail me semble être un projet de vie pour la plupart des individus extrêmement fort. Et je dirais enfin, c'est une... Et c'est pas la responsabilité du département RH, ça c'est très très clair aussi. Le département RH peut beaucoup aider, peut mettre beaucoup de l'huile dans les rouages, mais il faut que ce soit incarné par les gens, il faut que ce soit vécu par les managers. On ne peut pas déléguer des choses comme ça. Ça ne se délègue pas plus que la réflexion stratégique, même si on a tendance à avoir recours à beaucoup d'externalisation aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'il faut s'approprier. Car chacun a besoin d'y mettre son spécial touch. Et je ne sais pas où j'en suis, j'ai encore 5 minutes, oui, on me fait ça, ça veut dire 3 minutes. J'ai quand même, pourquoi est-ce que ça mérite le terme de stratégique? Et je suis parfaitement en ligne avec ce mot. Il peut sembler pompeux, mais la qualité de vie est stratégique pour 3 raisons pour moi. Parce que d'abord, ça peut être différenciant, parce que ça peut être fidélisant, et parce que c'est structurant pour le long terme. Et c'est à ce titre-là que ça mérite le terme de stratégique. Et c'est différenciant parce que, effectivement, quand
vous sentez qu'une organisation et qu'il y a une certaine qualité de vie. Et ça, on me l'a souvent dit pour des gens qui venaient d'un peu psychoïdis, il y a ce supplément d'âme. Ça ne repose pas sur un organigramme, c'est une forme d'énergie supplémentaire, cette énergie active qui ressort, qui semble être prêt à rechallenger, prêt à accueillir quelque chose d'extérieur, quelque chose de différent. Donc c'est quelque chose, ce supplément d'âme, qui est à la fois un élément, qui est un outil de retention incroyable, mais qui est aussi un élément extrêmement attractif quand on est à l'extérieur. Et pourquoi est-ce que c'est fidélisant? Parce qu'on touche à la fibre émotionnelle. Et globalement, quand vous avez touché la fibre émotionnelle, et j'insiste là aussi, pour moi, c'est pas de la manipulation, c'est comprendre ce qui fait la différence chez les individus, c'est vachement différent. La manipulation, c'est tu crois que c'est casse, et regarde-moi bien, je t'hypnotise. Là, c'est pas ça, ce sont des règles affichées, mais qui sont incroyablement efficaces. Et je dirais, je bosse dans des biens de grande consommation, c'est la problématique permanente. C'est comment est-ce qu'on peut passer du cortex au cœur? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de convaincre un consommateur qui achète une marque parce qu'il dit oui, c'est vrai, ce jus d'orange Tropicana est objectivement le meilleur jus d'orange du marché. Personne ne va contester dans cette salle. Ça, c'est un élément rationnel. Et ça, vous pouvez l'acheter un certain temps. Et puis un jour, il y en aura un qui proposera 30% de moins. Vous direz, ah, il est vraiment bon, mais est-ce qu'il est 30% meilleur que l'autre? Et là, vous commencez à faiblir un peu. Et puis à la prochaine promo à 40, vous allez peut-être essayer l'autre. Alors que si vous dites, Tropicana, c'est juste la marque que j'adore. Pour moi, un bon réveil, ça démarre avec un bon petit Tropicana. Vous associez le lever difficile à Tropicana, cette espèce de fraîcheur, d'agrumes, en plus ils ont plein de recettes, en plus ils renouvellent le truc, c'est génial. Et vous ne vous posez plus la question. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'essaie de vous hypnotiser, même si je serais ravi que vous soyez tous des heavy users de Tropicana, mais c'est parce que quand on touche à cette dimension émotionnelle, on fidélise de façon incroyablement plus puissante. Et on fidélise les organisations, ça veut dire que à la fois les gens sont là pour plus longtemps, ce qui est bon pour la plupart des organisations, et deuxièmement, elles sont là avec l'envie d'y être, c'est-à-dire avec l'envie que ça continue, avec cette énergie qui fait que l'organisation s'auto-pérennise. Et donc, cet élément de fidélité pour moi est majeur, et je dirais que c'est un peu à l'image du mariage aujourd'hui, si je fais une analogie sociologique un peu, c'est que les taux de divorce augmentent, de la même façon que rares sont les gens qui restent toute une vie dans une entreprise, mais les attentes d'engagement sont plus fortes durant le temps où on y est. Et globalement, le contrat tacite que la plupart des employés veulent faire, c'est ça. C'est on est ensemble, je ne maîtrise pas tout de l'avenir, mais tant qu'on y est, il faut qu'on y soit avec le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que ces politiques-là ont cette ambition-là. Et après, pourquoi est-ce que c'est structurant pour le long terme? Eh bien, parce que, je dirais, le sentiment d'appartenance est un sentiment extrêmement fort. Et quand vous réussissez à le construire, il sublime beaucoup de choses. Et je dirais, on le voit même aujourd'hui, la résurgence d'un certain patriotisme, d'un certain régionalisme. Il y a d'un communautarisme, il y a ce besoin d'appartenance. L'entreprise peut jouer ce rôle aussi et peut être un des éléments dans lesquels le collaborateur va se projeter et va être prêt, je dirais, à s'enthousiasmer avec cette part de subjectivité qu'il y a toujours pour quelque chose qu'on adore. Mais tant mieux dans ce cas-là. Donc ça crée pour moi tout cet ensemble. Et pour conclure, je dirais que ça crée des organisations qui sont mieux armées pour les défis d'aujourd'hui, qui sont plus prêtes au conflit et à leur résolution. Et il faut accepter les deux. Pour avoir la résolution, il faut bien accepter la mise à plat de conflit. Qui sont plus prêtes à la diversité et donc aux acquisitions aussi. On ne peut pas faire du M&A, on ne peut pas faire de la croissance externe dans une entreprise si on n'a pas une organisation qui est prête à s'adapter. Et puis, c'est clairement des organisations qui sont plus engagées, où il y a plus d'ownership, où il y a une énergie incroyable. Et je peux vous dire qu'à la fois, elles sont beaucoup plus efficaces et c'est tellement plus sympa de travailler dans ces organisations. Merci.
nous venons d'avoir le vécu, ça va peut-être susciter d'ailleurs quelques questions complémentaires tout à l'heure. On va prendre un petit peu de distance avec Christian Légal-Dutertre, professeur en sciences économiques à l'Université de Paris Diderot. Vous êtes aussi directeur d'Atemis, alors on appelle ça un think tank, un réservoir d'idées, de pensées, de réflexions, pour notamment étudier de nouvelles approches du travail, si je ne m'abuse. Alors, on est au début de la journée actuellement, vous ne découvrez quand même pas la question. Alors, la qualité de vie au travail, est-ce que c'est simplement tendance ou bien est-ce que c'est un élément incontournable? Je vous laisse disserter là-dessus, si j'ose dire, et puis nous dire ce que vous pensez également de ce que vous avez entendu de Vincent Paulhan. Bon, merci beaucoup, et merci beaucoup Sacha de m'avoir, et de l'association. Non, mais Vincent l'a dit, c'est une occasion comme ça d'avoir ces échanges, et c'est toujours très intéressant d'avoir ces échanges sur ce sujet en particulier qui est le travail, parce que c'est un sujet, en tout cas, qui moi me préoccupe beaucoup, et je veux dire qui préoccupe chacun d'entre nous. Si on veut sortir de la dimension gadget, de cette question du travail, il faut essayer de réfléchir qu'est-ce qu'il y a de nouveau du point de vue du travail par rapport aux années 60, 70, 80, 90. Il y a beaucoup qu'on se retrouve là, finalement. Maintenant, il n'y a pas 10 ans. Si on prend cette question-là au sérieux, alors je pense qu'on va pouvoir faire la différence entre ceux qui seraient du gadget et ce qui est essentiel. Alors, le point de vue que j'ai, c'est que on a connu des transformations extrêmement importantes ces dernières années du travail, quelles que soient finalement les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, même quel que soit leur statut, c'est-à-dire qu'on veut retrouver des changements du travail dans les administrations. Ces mutations du travail, je pense, elles ont un point commun, un point qui est central, et que Vincent a finalement énoncé quand il a utilisé à la fin de la notion de subjectivité. C'est-à-dire le travail exige un engagement personnel, bien sûr aussi collectif, qui est beaucoup plus important qu'autrefois. Beaucoup plus important. Cet engagement, il est subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire subjectif? C'est-à-dire qu'il engage la personne du point de vue de son essence, du point de vue de sa personnalité. Ça engage ses formes de conscience, des enjeux, ça engage la façon dont il pense, ce qu'on appelle les formes de pensée, ça engage également ses émotions, c'est très juste ce que disait Vincent tout à l'heure, on est ému, on est affecté par son travail. Et puis ça engage aussi son psychisme, Vincent n'en a pas vraiment explicitement parlé, et on va insister aussi là-dessus, son psychisme. D'ailleurs, ça fait des échos sur les douleurs personnelles, sur son histoire personnelle. Et derrière se joue un mot-clé, Vincent a exprimé, que je partage complètement, qui est la question de l'épanouissement personnel. Le travail, aujourd'hui, engage beaucoup plus qu'autrefois. Beaucoup plus. Alors, ça tient à des tas de transformations de l'économie sur lesquelles je ne vais pas revenir, parce que ça risque d'être un peu long, on pourrait revenir besoin d'une discussion, mais c'est un point majeur. C'est pour ça d'ailleurs que l'enjeu, ce n'est pas, à mon avis, les conditions de travail. Ce n'est pas l'environnement du travail qui est essentiel. Ce n'est pas qu'il y ait des salles de sport, qu'il y ait un bon restaurant. C'est bien, mais c'était bien dans les années 60, c'était bien dans les années 70, c'était bien dans les années 80, c'était bien depuis très longtemps. C'est pas ça l'essentiel. Ça, c'est pas du gadget, ce sera plus. Bon, si on tire le trait, c'est du gadget. On n'est pas au cœur de l'affaire. On n'est pas au cœur de l'affaire. Au cœur de l'affaire, c'est qu'est-ce que l'on fait de cet engagement extrêmement important des uns et des autres. Alors, de mon point de vue, la question clé, c'est la question de la reconnaissance de cet engagement. Les êtres s'engagent parce qu'ils reçoivent en retour une reconnaissance de leur père, PRS, et de leurs collègues,